la représentante de du ministère pardon, de la Santé. Donc le premier cas de sida a été déclaré en 1986. Et depuis ce temps-là jusqu'à 1999, on compte le chiffre de 673 cas de porteurs du sida, ou bien des cas qui sont infectés par la maladie. Bien sûr, malgré ces campagnes, depuis ce temps-là, les campagnes de sensibilisation, il y a toujours une tendance de l'accroissement des chiffres. Et surtout, ce sont les jeunes qui sont les plus infectés. Par exemple, la tranche d'âge entre 20 et 40 ans. Et bien sûr, ce sont les célibataires et même les femmes mariées. Pourquoi? C'est pour des raisons qui sont d'ordre biologique, soit d'ordre socio-économique et même juridique. Bon, une étude qui a été faite en 2003, donc toujours d'après le ministère de la Santé, on constate que c'est la région de Souss-Massa qui présente le plus grand nombre. Bien sûr, en deuxième position, il y a le Grand Casablanca, avec, pour la région de Souss-Massa, c'est plus de 20%, donc parmi les autres régions. Bon, depuis ce temps, de toute façon, il y a toujours une augmentation, d'après toujours la même référence. Donc, le chiffre déclaré au 1er décembre 2008 s'élève à 2798 cas de personnes qui sont infectées, soit un pourcentage de 0,08% de la population marocaine. Je vais laisser par la suite la parole à la représentante pour nous donner beaucoup plus de chiffres concernant ce qui se passe au Maroc. Bon, maintenant on va passer à la définition du sida. S, bien sûr, ça désigne syndrome, I, ça désigne l'immuno, D, ça désigne déficience, et A, ça désigne acquise. Qu'est-ce que ça veut dire un syndrome? Donc un syndrome, c'est un ensemble de signes ou de symptômes qui appartiennent à une entité clinique, mais dont les causes peuvent être diverses. Immunodéficience, ce n'est rien d'autre qu'une insuffisance ou bien une déficience du système immunitaire. C'est une maladie qui est causée par un virus, et le virus, on l'appelle le VIH. C'est virus de l'immunodéficience humaine. Parfois en anglais, on peut HVI, etc. Donc ça dépend selon l'appellation, soit en français ou bien en anglais. Bon, comment s'organise ce virus-là? Donc il comporte principalement trois parties. Il y a un génome qui est formé de l'ARN, c'est pourquoi on l'appelle un rétrovirus, associé à des enzymes transcriptases, bien sûr qui sont nécessaires pour la multiplication du virus. Il y a des protéines qui sont la P10 et la P32. Ce génome-là, il est entouré par un nucléocapsule qui inclut des protéines, à savoir la P17 et la P24. En plus de ça, il y a la troisième constituant, c'est une enveloppe virale. Et cette enveloppe, elle contient la protéine qui est la plus importante, c'est la protéine 120. Et bien sûr, c'est elle qui joue le rôle de récepteur pour la molécule CD4 qui existe au niveau des lymphocytes T. Il faut noter que, bien sûr, il y a une diversité génétique pour le VIH. On a, d'après les études, il y a deux souches de VIH, le VIH1 et le VIH2. Le VIH2, il est présent surtout en Afrique de l'Ouest, dans ces zones-là. Bien sûr, il comprend lui aussi des sous-types. Et il y a le VIH1 qui est responsable, c'est lui qui est responsable de la grande épidémie qu'on vivait actuellement à l'échelle mondiale. Il est répandu dans toutes les zones de l'univers, par exemple du monde. Bon, maintenant on va passer à notre point concernant les modes de transmission de la maladie. Comme vous savez, bien sûr, d'après toutes les campagnes de sensibilisation, on peut subdiviser ces modes-là en trois principaux modes. Soit par la voie sexuelle, et celle qui représente la plus grande
le plus grand pourcentage, c'est plus de 90% à l'échelle du monde. Bien sûr, ces statistiques diffèrent selon le pays. Il faut noter que toutes les sécrétions sexuelles, ils peuvent transmettre la maladie, à savoir les personnes qui sont bien sûr infectées par un IST, donc une infection sexuellement transmissible. Cette personne, il sera beaucoup plus facile d'être attrapée par le virus. La deuxième voie, c'est la voie sanguine, soit par les échanges de seringues entre les toxicomanes, soit par une transfusion sanguine. Et bien sûr, c'est d'après les professionnels de la santé, ils prennent toutes les précautions pour réduire ce risque-là. Donc c'est bien sûr ce chiffre, il diffère selon les pays, soit par un geste médical ou chirurgical lors d'une intervention, soit par des piqûres, c'est surtout pour les professionnels de la santé. Bien sûr, quand on apporte un soin à un individu qui est contaminé ou bien qui porte le virus. Soit par la troisième voie, c'est la voie de la mère-enfant. C'est au moment de la grossesse, parce que le placenta, il peut laisser passer certains virus, certaines bactéries, en plus des éléments bien sûr nutritifs. Au cours de l'accouchement, bien sûr, pour réduire le taux, donc, on prend toutes les précautions pour ne pas transmettre le virus pendant cette phase-là. Et bien sûr, de la mère à l'enfant pendant l'allaitement. Mais il faut noter que c'est un pourcentage qui est très faible. Bon, maintenant, après la contamination, bon, qu'est-ce qui se passe dans l'organisme? Donc, les cellules qui sont cibles du VIH, ce sont les lymphocytes T. Et plus précisément, ce sont les lymphocytes T4. Après l'infection, bien sûr, le virus va se fixer sur la paroi de la cellule. Et par la suite, il va incorporer son matériel génétique qui est l'ARN. Il va, à l'intermédiaire de la transcriptase inverse, restituer l'ADN. L'ADN qui va s'intégrer au niveau du génome de la cellule. Et il va commencer à former tous les éléments nécessaires pour le virus, à savoir les protéines, l'ARN, etc. Bon, il faut noter bien sûr ici que après l'infection, donc on constate que les cellules immunitaires, il y a une chute très importante pendant la première. Bien sûr, en parallèle à cette chute-là,